Madame la présidente du jury, Madame et Messieurs mes co-directeurs de thèse, Monsieur le directeur et Madame la directrice du DefiTech Center for Interventional Neurotherapies, Monsieur le secrétaire général de la conférence universitaire de Suisse occidentale, Mesdames et Messieurs les professeurs de l'Université de Lausanne, Madame la coordinatrice de la Lehmannick Neuroscience Doctoral School, Monsieur le directeur de la Haute École des Arts de la Seine, Monsieur le professeur de la Haute École spécialisée bernoise, Mesdames les personnels de la faculté de biologie et médecine, Monsieur le chef d'unité des mouvements anormaux du Centre hospitalier universitaire vaudois, Monsieur le président directeur général de Neurosoft Bioelectronics, Madame la directrice artistique de La Grange, Espace Arts et Sciences, Monsieur le président d'Ars Ludendi, Madame la présidente d'Aquarium, Espace de sciences collaboratives et citoyennes, Madame et Monsieur mes géniteurs, Mesdames et Messieurs les doctorants, post-doctorants et personnels du Centre NeuroRestore, Mesdames et Messieurs les élèves et personnels de la manufacture, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, 2 d'entre vous développeront la maladie de Parkinson. « 2% des plus de 65 ans développent la maladie de Parkinson. » Alors, afin de ne pas faire trop durer cet insoutenable suspense, je vous propose qu'on y ressort tout de suite. La maladie de Parkinson a ceci d'être totalement aléatoire, et dans la plupart des cas, on n'en connaît pas vraiment la cause. Elle a ceci de bon d'être équitable, et de ne pas être regardante sur les titres et fonctions. Merci de vous être inscrit. Thibaut Collin. Et Jasmine Sisti. Pas de chance. Alors, il y a un aspect positif à tout ça, c'est que vous allez pouvoir participer, contribuer à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson, pardon. Voilà. Est-ce que vous voulez bien, Jasmine, est-ce que tu veux bien participer ce soir à quelques expériences? Si tu veux venir nous rejoindre, on peut l'encourager. Hello. Alors, à ce stade, tu te demandes certainement qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson. Ça tombe bien parce que j'ai passé 4 ans à me poser la même question. Okay. Pour comprendre ce que c'est que la maladie de Parkinson, il faut plonger au fond du cerveau, au cœur des neurones qui contrôlent le mouvement. Ils sont organisés un peu comme un orchestre. Ici, on a le globus pallidus externe, le globus pallidus interne, le noyau sous-thalamique, qui sont un peu comme les violoncelles, les altos et les violons. Imaginez que dans cette petite boule rouge, il y a pas moins de 400 000 violons. Alors, pour coordonner tout ça, il y a besoin d'un chef d'orchestre. Et c'est le rôle du striatum. Il s'assure que chaque groupe d'instruments joue au bon volume, au bon moment. Et pour ça, il a besoin de dopamine. Ça tombe bien, cette petite molécule est produite par un autre groupe de neurones, au fond du cerveau, juste ici en jaune. Ces neurones synthétisent et dilent la dopamine pour le chef d'orchestre. Ça permet de le maintenir bien éveillé, bien en forme, et il fait correctement son travail. Ça, c'est le fonctionnement normal du cerveau. Le chef d'orchestre assure que chacun des instruments exécute la partition cérébrale qui permet d'exécuter vos instructions de mouvement. Dans ton cas, c'est un peu différent. Les neurones qui synthétisent la dopamine meurent. Alors le chef d'orchestre ne reçoit plus de dopamine et il pique du nez. Alors certains instruments se mettent à jouer n'importe quoi. Les violons. Ils se mettent à jouer beaucoup trop fort, une seule et même note, si fort qu'elle résonne à travers tout le cerveau. Et les premiers symptômes apparaissent. D'abord, des tremblements dans le bout des doigts,
de la lenteur dans les mouvements, de la rigidité dans les membres, une posture un peu recroquevillée. Ben, le chef d'orchestre veut de la dopamine, pas de problème, on va lui en donner. Un des premiers traitements pour la maladie de Parkinson, ce sont des petits comprimés de dopamine. Vous pouvez le garder pour plus tard. À mesure que la dopamine passe à travers les intestins, elle va rejoindre le système sanguin. Et du système sanguin, passer au cerveau. Au début, quand on a une concentration en dopamine faible dans le cerveau, le patient est complètement bloqué. Mais à mesure qu'elle augmente, le chef d'orchestre reçoit sa dopamine. Il se réveille et calme les violons. Le patient regagne contrôle de ses mouvements. Les tremblements disparaissent, les mouvements deviennent fluides et plus rapides. Mais la dopamine continue de monter jusqu'au cerveau, jusqu'à ce qu'il y en ait trop. Et à ce moment-là, le chef d'orchestre devient extatique. Il ordonne des improvisations à différents instruments en même temps. Et le patient a des mouvements involontaires, incontrôlés. Mais au fur et à mesure du temps, le cerveau consomme la dopamine. Alors, sa concentration réduit jusqu'au niveau optimal. Là encore, le patient contrôle à nouveau ses mouvements. Mais à mesure que le cerveau continue de consommer la dopamine, il y en a de moins en moins et plus assez, et le patient est de nouveau bloqué. Et ces cycles se répètent à chaque prise de comprimé, toutes les 3 heures, tout au long de la journée. C'est difficilement supportable. Hélas, c'est la seule solution. Enfin, c'était la seule solution, jusqu'à ce qu'un neurochirurgien se penche sur la question. Et dans un raisonnement propre à sa discipline, il s'est dit « Et si j'envoyais des impulsions électriques au violon pour les calmer ?» Et c'est ainsi qu'est née la stimulation cérébrale profonde. Et voici comment ça fonctionne. Pour cette petite démonstration, on va avoir besoin de la tête de Jasmine. Et voici du matériel de pointe de la neurochirurgie moderne. Perçons délicatement 2 trous au sommet du crâne de Jasmine. J'insère dans chacun un long câble électrique qui a la forme et la souplesse d'un spaghetti mou, jusqu'au fond du cerveau. Nous y sommes, au cœur des violons. De l'autre côté, même chose. Et là, je connecte le câble à un pacemaker, qu'on place juste sous la peau du torse, ici. Et ce pacemaker, on lui instruit d'envoyer 130 décharges électriques par seconde au violon, pour les calmer. Un peu comme une batterie qu'on placerait au sein d'une chaire de violon. Voyons voir ce que ça donne. Le patient regagne contrôle de ses mouvements. Ses mouvements deviennent fluides, les tremblements disparaissent. Mais pour ce qui est de la marche, ce n'est pas encore tout à fait ça. Les jambes sont parfois bloquées en sol, comme si le patient n'avait plus contrôle et ne pouvait plus les décoller. Les pas sont lents, irréguliers, et l'équilibre est instable. Et c'est là que commence mon doctorat.
J'utilise ces électrodes pour essayer de comprendre la partition que jouent les violons pendant que le patient marche, qu'il effectue un mouvement ou qu'il a des problèmes à marcher. Concrètement, j'utilise les électrodes pour enregistrer l'électricité produite par les neurones juste autour de l'extrémité du câble. Ça ressemble à un signal électrique un peu comme ça. Ce signal électrique, il peut être décomposé en la somme de deux signaux électriques. Le premier, en bleu, un signal électrique qui varie rapidement. Un signal à haute fréquence. En musique, on appelle ça une note aiguë. Et un second signal, beaucoup plus lent, une note grave. Et grâce à ceci, je décompose les différentes notes jouées par les violons au fond du cerveau des patients. Est-ce que tu veux bien te livrer à une expérience ce soir? Alors, est-ce que tu veux bien t'asseoir? Merci. On va tenter de découvrir la partition que jouent les violons quand Jasmine fait un simple mouvement de la jambe, comme ça. Commençons par écouter les violons. Vous avez entendu? Quand Jasmine a étendu la jambe, les violons qui jouaient une note très forte, assez grave, se sont tus. Et puis, une fois qu'elle a reposé sa jambe, les violons ont comme compensé leur silence, se sont mis à jouer de plus belle. En termes neuroscientifiques, on traduirait ça comme ça. Ici, on a l'angle de la jambe de Jasmine. Au début, elle est au repos, ensuite, elle la bouge, et à la fin, elle repose sa jambe. Mozart traduit les mélodies qu'il a dans la tête sous forme de partition. Eh bien, nous autres neuroscientifiques, nous traduisons les mélodies qu'il y a dans la tête des patients sous forme de spectrogramme. Et ça ressemble à ça. En bas, on a l'axe du temps. Ici, Jasmine est au repos, elle bouge la jambe, elle a reposé sa jambe. À gauche, c'est l'axe des fréquences, ou l'axe des notes. En bas, ce sont les notes les plus graves. En haut, les notes les plus aiguës. Et les couleurs de chacun de ces pixels, de chaque note à chaque moment, représentent le volume à laquelle cette note est jouée. Ici, plus la note est jouée faiblement, plus elle est représentée en bleu foncé. Plus elle est jouée fort, plus elle est représentée en jaune. Au début, il y a une note qui est jouée, et puis elle est assez grave. Quand Jasmine commence son mouvement, les violons se taisent, la jouent beaucoup moins fort. Et puis, juste après le mouvement, ils jouent un peu plus fort et reviennent à la normale. Réécoutons. Il y a une question que je me pose. Est-ce que c'est uniquement lié au fait que Jasmine fasse un mouvement? Est-ce que si elle ne faisait que contracter ses muscles, on observerait la même chose? Jasmine, pour la suite, je vais t'attacher la jambe avec cet élastique. Je vais te demander de pousser sur cet élastique pendant 5 secondes, pas trop fort. OK ? Et puis, je vais placer un petit senseur, juste là, qui va enregistrer l'activité de tes muscles. Écoutons ce que font les violons. Ça, c'est la force du muscle de Jasmine.
Au début au repos, ensuite elle l'a contracté, ensuite au repos. Eh bien, voici ce qui s'est passé en même temps dans son cerveau. Au début, les violons jouaient leurs notes de base, et puis quand Jasmine a commencé à contracter son muscle, ils se sont tus. Puis, alors même que Jasmine continuait de pousser, ils ont repris leur activité. Et à la fin, quand Jasmine a terminé son mouvement, qu'elle a relâché son muscle, les violons se sont tus à nouveau, avant de reprendre de plus belle. Il semble que les violons, en réalité, se taisent pendant les transitions, quand Jasmine décide de contracter son muscle ou décide d'arrêter de contracter son muscle. Réécoutons. Vous avez compris le principe? Alors on va vérifier ça. Je vais vous inviter à faire un petit jeu, une petite expérience. Quand vous pensez que Jasmine commence à contracter son muscle, levez la main. Et quand elle arrête de contracter son muscle, vous descendez la main. Le tout, les yeux fermés. On y va? Fermez les yeux. Alors, si on prend la moyenne de vos résultats, on trouve la bonne réponse. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le laboratoire. On développe un programme qui essaye de deviner si Jasmine est en train de pousser ou si elle a au contraire la jambe relâchée. C'est une intelligence artificielle qu'on entraîne spécifiquement pour cette tâche. Et vous êtes à peu près aussi performant qu'elle. Maintenant, deuxième question. Si on demande à Jasmine de pousser plus fort sur l'élastique, est-ce que les violons vont jouer la même mélodie? On a demandé à Jasmine de pousser plus fort, elle a contracté son muscle plus fort, et cette fois-ci, pendant toute la durée de l'effort, les violons sont restés relativement silencieux pour ce qui est de cette note grave et basse. Écoutons ça une fois de plus. Et le programme qu'on a développé est capable de détecter quand Jasmine est au repos, quand elle est en train de faire un faible effort ou quand elle fait un effort important. Alors, savoir si le patient est en train de pousser fortement ou faiblement avec sa jambe, c'est un peu limité. Et nous, ce qu'on voudrait voir, c'est si on est capable de faire la même chose quand le patient marche. Tu veux ? Vous avez entendu? Voici ce qu'il s'est passé. Quand Jasmine était debout, il y avait une note qui était jouée. Quand elle a commencé à marcher, cette note a baissé en volume. Et puis, à chacun de ses pas, droite, gauche, il y a eu des petites modulations de volume. À la toute fin, quand elle s'est arrêtée, qu'elle a décidé de faire son dernier pas, il y a eu encore une fois une baisse de volume, ici en bleu. Et puis, au final, la note est revenue aussi forte qu'auparavant. Réécoutons.
Vous avez compris le principe? Alors, on refait une petite expérience? On peut remettre la lumière. Et puis, quand vous pensez qu'elle commence à marcher, levez les deux bras. Et marchez avec les bras en l'air, à mesure de ses pas à elle. Prêt? On y va. Ah oui, fermez les yeux, bien sûr. Superbe. Vous êtes aussi performant que l'intelligence artificielle qu'on a développée. Un algorithme capable de détecter quand le patient marche, quand il commence à marcher, quand il s'arrête de marcher, quand il fait un pas à gauche, quand il fait un pas à droite. Bravo. On a décrypté un peu les partitions jouées par les violons au fond du cerveau pendant le mouvement d'un patient parkinsonien. Merci, Jasmine. Jasmine? Ce que Jasmine vient de vivre, c'est un épisode de blocage de la marche. Un épisode de blocage, ça veut dire qu'elle a perdu le contrôle de ses jambes, que ses jambes ne lui répondaient plus, qu'elles étaient comme collées au sol. Et malheureusement, c'est l'un des symptômes les plus handicapants dans les stades avancés de la maladie de Parkinson. Est-ce que vous avez entendu une note particulière pendant ce blocage? Une note beaucoup plus grave. Oui. Voici ce qu'il s'est passé. Quand Jasmine marche normalement, on a ce profil. Mais quand il y a un blocage de la marche, il y a une note très grave, jouée très fort, qui apparaît. Réécoutons. Cette note particulière de blocage de la marche, jouée très fort, on l'a détectée chez plusieurs patients. Et on a entraîné un programme à la détecter. C'est-à-dire que maintenant, on a un petit programme qui est capable de détecter quand le patient a un blocage de la marche. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, on aimerait s'en servir pour ordonner à la stimulation d'adapter son rythme ou d'adapter son volume, de telle manière à débloquer le patient quand c'est nécessaire, ou bien de lui permettre de mieux marcher en temps normal. Voici quelques exemples qui sont actuellement explorés. Une première possibilité, ce serait de garder la stimulation standard à 130 Hz, à haute fréquence, quand Jasmine est debout. Alors, elle n'a pas de tremblement, ses mains sont calmes, ses mouvements sont fluides. Et puis, lorsqu'elle marche, qu'on détecte qu'elle marche, on ordonne à la stimulation de jouer un peu plus lentement pour lui permettre de mieux marcher. Voici ce que ça donne. Ça, c'est une des possibilités qui sont explorées à travers le monde. Mais il y en a d'autres. On a réussi à détecter tout à l'heure, grâce au bruit singulier des violons, quand le patient a un épisode de blocage de la marche. Eh bien, peut-être que là aussi, on peut adapter la stimulation à ce moment-là. Par exemple, en faisant jouer la batterie plus fort quand on détecte un événement pareil. Démonstration.
Une autre possibilité, ce serait de stimuler les violons qui sont à la gauche du cerveau quand Jasmine veut faire un pas à droite, et de stimuler les violons qui sont à la droite du cerveau quand Jasmine veut faire un pas à gauche. Et ça se passerait comme ça. Et ça s'appelle de la stimulation cérébrale profonde adaptative. Ça veut dire que l'idée, c'est d'adapter la stimulation cérébrale en fonction des symptômes immédiats du patient. Et ça fonctionne grâce à une intelligence artificielle qui écoute les violons et qui, selon ce qu'elle en comprend, adapte la stimulation en direct. Grâce à ces technologies en développement, on espère pouvoir permettre aux patients atteints de la maladie de Parkinson de regagner un parfait contrôle de leurs mouvements.